connaît les deux cas premier cas, bah, si le premier élément c'est faux, alors on sait que le logique entre faux et quelque chose qu'on ignore, bah, c'est forcément faux. Et dans le second cas, si le premier cas n'est pas validé, on regarde le second cas, et le et logique entre quelque chose qui est vrai et quelque chose d'autre, bah, en fait c'est complètement défini par par le dernier argument. Donc, et si on appelle cette fonction dans le shell Haskell, dans Haskell, il y a, le compilateur de base fournit un shell, un peu comme en Python. Je ne sais pas si vous avez déjà joué avec l'interpréteur Python. On peut passer en mode interactif et tester les fonctions au fur et à mesure. Donc si vous appelez ça dans le shell de base, vous allez avoir la capacité de binary end entre true et false, ça nous rendra false, et binary end entre true et true, ça nous rendra true, c'est ce qu'on voulait. Et donc ça, on l'a exprimé avec une étude de cas sur les deux arguments, true et false. Voilà. Donc la syntaxe Haskell à ce niveau-là est assez compacte. Si j'avais voulu exprimer ça en Python, en C++, j'aurais défini ma fonction, j'aurais fait si x égale à, si le premier argument est égal à false, alors on voyait le deuxième argument, ainsi de suite. Ça aurait été un peu plus de ligne. Moi, ce que j'apprécie, c'est que c'est assez compact. Si on veut aller un peu plus loin et faire le et logique sur tous les éléments d'une liste, on va créer une autre fonction que je vais appeler binary ends. Et encore une fois, on va faire des études de cas sur une liste vide. Et ben, le et logique, c'est vrai, une liste vide. Le et entre tous les éléments d'une liste vide, on va dire que c'est vrai, c'est un cas par défaut qu'on peut prendre. Et maintenant, faut pas hésiter à m'interrompre s'il y a la moindre question. Et maintenant, donc, deuxième cas, soit on a donc ça c'est un élément syntaxique d'Haskell qui dit on va dépacker la liste, x prendra le premier élément de la liste et xs prendra les autres éléments de la liste. Si vous avez une liste à 3 éléments, x prendra le premier élément, xs ce sera le deuxième et le troisième élément. Et ça va nous permettre de représenter assez facilement des algorithmes récursivement, puisque finalement sur une liste qui contient un élément et une sous-liste, on peut appliquer récursivement ma fonction binary ends sur la sous-liste, et le résultat de cette récursion est appliqué avec la fonction binary end entre un booléen et un autre booléen, on obtiendra le résultat qui nous intéresse. Et donc on peut le tester en dessous, donc sur une liste vide on a bien true, et sur une liste qui contient un false en plein milieu, on obtient un false, et sur une liste qui contient que des trous, on obtient un trou. Voilà, c'était pour vous montrer un petit exemple de la syntaxe, du côté concis de la syntaxe. Et alors maintenant, vous allez dire, là ça pourrait ressembler à un langage qui est non typé, il n'y a pas de type, il n'y a rien, j'ai pas dit que c'était des booléens que je manipulais. Pourtant, si jamais j'essaie d'appeler ma fonction binary end avec une chaîne de caractères et un booléen, bah lors de la compilation, il va râler, il va me dire non, je suis pas content. Un booléen, c'est une chaîne de caractères. En l'occurrence, une chaîne de caractères, c'est une liste de caractères. Bah, c'est pas la même chose qu'un booléen. Donc, je suis pas content, je veux pas que tu fasses ça. Donc ça, c'est un côté intéressant d'Haskell, c'est qu'il y a un typage statique qui est vérifié. Donc, on a le côté sécurisé du typage statique. On peut pas, en fait, on va avoir beaucoup moins d'erreurs à la compilation parce qu'on va pas se tromper. Pardon, excusez-moi. À l'exécution, on n'aura pas des erreurs de bêtes de typage où on s'est trompé, on a appelé la fonction en lui passant une chaîne de caractères par erreur. Mais en contrepartie, dans le code que je vous ai montré précédemment, il n'y a pas de types qui apparaissent. Donc en fait, on a la souplesse, par la facilité de développement, on ne s'embête pas trop à mettre ces types, et pourtant ça les vérifie. Juste par curiosité, genre C++, dans ce cas-là, on pourrait s'arrêter, dès qu'on a un false, on s'arrête d'évaluer le reste. Est-ce que oui. là, c'est le fait tout seul ou on en débattra là-dessus, mais c'est une super bonne question. Haskell, c'est un langage paresseux. Donc en fait, quand il est capable d'avoir le résultat sans continuer, il va s'arrêter. Et donc, et c'est même assez fort. Là, je vous ai mis différents... dans le cas de figure, quand x, il est bêtement et simplement à false, alors il rentre dans binary end, il voit que c'est false, il n'a pas besoin d'évaluer le second argument, donc il n'a pas besoin d'évaluer la récursion, et donc il s'arrêtera tout de suite. Et même, on va pousser ça un peu plus loin, c'est que là, votre liste, si c'est un gros calcul qui prend du temps, un gros calcul qui prend du temps, un gros calcul qui prend du temps, et bien si le premier gros calcul qui prend du temps, il renvoie faux, il ne va pas aller évaluer ce qu'il y a derrière. En fait, il évalue les données que quand il en a besoin. Donc ça, on verra, il y a d'autres slide là-dessus, mais c'est assez pratique d'un point de vue performance et d'un point de vue algorithme. Pour revenir sur cette histoire de typage, si on fait des grosses erreurs de typage assez violentes, on passe une chaîne de caractères, à la place d'un booléen, il va dire non, je ne suis pas content. Et maintenant, il y a ce qu'on va appeler des erreurs de typage un peu plus floues. Si je passe un 0, dans beaucoup de langages, 0 c'est considéré comme faux. La chaîne vide c'est considéré comme faux. Une liste vide c'est considéré comme faux. Vous faites ça en C++, en Python. Un pointeur aussi, un pointeur nul c'est considéré comme faux. Haskell, lui, il n'accepte pas ça. C'est-à-dire que 0 c'est un entier c'est pas un booléen. Donc il ne va pas accepter de comparer un entier à un booléen. Et donc, bon, ça va peut-être complexifier un tout petit peu vos codes. Au lieu de mettre if ma valeur, vous mettrez if ma valeur différente de 0.
mais en contrepartie, il y a moins d'erreurs qui peuvent survenir. Donc ça, c'est ce que je vais appeler le côté typage strict. Et donc, ce que je disais, c'est que les types, ils sont là, ils sont présents, c'est le compilateur qui va tout seul les trouver. Donc si par exemple dans le shell, je demande le type de ma fonction binary end, bah, il me dit que c'est la fonction binary end, son type, donc 2 points, c'est le symbole pour dire le type. Alors là, c'est un peu tordu, mais on s'y fait assez vite, c'est une fonction qui prend un booléen, un autre booléen, et qui renvoie un booléen. Il faut le lire dans ce sens-là. De la même manière, la fonction binary ends, son type, c'est une fonction qui prend une liste de booléens, et qui renvoie un booléen. Voilà. Est-ce que pour cette petite intro, j'ai perdu personne? Tout le monde à peu près me suit? Nickel. Alors maintenant, je vais vous parler du plan de cette présentation. Donc, je vais faire une petite intro rapide pour vous montrer du code. Je vais vous parler rapidement d'Haskell en 2-3 slides au niveau générique, histoire pour quels sont les intérêts de ce langage. Maintenant, ensuite, je vais vous montrer beaucoup d'exemples de syntaxe, mais l'idée c'est de vous montrer des exemples de ce que le type peut apporter, ce que le typage peut apporter lorsqu'on développe. Et derrière ça, je vais vous montrer un peu de syntaxe Haskell juste pour justifier mes exemples. À la sortie, vous ne saurez pas écrire du Haskell, vous aurez juste vu 2-3 exemples, je suis désolé. Malheureusement, il faudra encore plus long pour ça. Ensuite, on aura quelques débats sur justement la modélisation par les types. Encore une fois, il y a pas mal de choses que je faisais il y a 3-4 ans en tant que développeur et que maintenant je fais différemment parce que je me suis rendu compte que le typage était vraiment un outil de développement qui allait m'apporter un, de la sécurité et deux, de la souplesse de développement. À la fin, je finirai en fonction du temps par le développement d'un exemple concret. Alors là, maintenant, il y a 4 slides avec plein de bullet points et après, il n'y en aura plus du code. Alors, les points clés du langage, après, il y a des points clés qui sont objectifs et des points clés qui sont subjectifs. Le premier, c'est une syntaxe assez expressive. Vous l'avez vu, en 2 lignes, j'ai fait quelque chose qui en C++ en Python aurait demandé une boucle for, aurait demandé un accumulateur, aurait demandé un peu plus de travail. Donc je trouve qu'on peut représenter assez rapidement certains problèmes de façon assez concise. Donc, alors c'est aussi un des avantages, c'est que de temps en temps à Haskell, vous allez avoir une page de code. Et là, il y a tellement d'informations dans une page de code qu'il faut réfléchir longtemps pour comprendre tout ce qu'il y a. Alors que dans d'autres langages, vous auriez 5 ou 6 pages de code, c'est assez dense. C'est rapide. Donc le langage peut être interprété ou compilé. À ce niveau-là, quand je dis rapide, il y a des algos qui tournent aussi vite que du code C++, mais d'autres, je suis 2, voire 3 fois plus lent. Donc c'est un langage qui est assez compétitif à ce niveau-là. Vous n'allez pas faire vraiment du calcul haute performance avec, si vous voulez. Quoiqu'il y a 2-3 modules de calcul haute performance où finalement vous dédiez un module GPU ou je ne sais quoi au calcul haute performance. Mais c'est quand même un langage qui, quand on va le comparer typiquement à d'autres langages interprétés dynamiques comme Python, où la performance n'est plus vraiment un problème. Alors encore, je dis ça, maintenant j'aimerais bien, moi je fais du web tracing dans la vie, et j'aimerais bien m'en servir, mais en fait non, c'est quand même trop long, mais bon. Il y a des outils très puissants, il y en a 2 qui sont assez géniaux, c'est l'interpréteur, donc là vous allez pouvoir, je vais vous montrer plein d'exemples, mais le côté d'avoir un interpréteur, vous pouvez écrire un bout de code, le tester tout de suite, voir comment il fonctionne, écrire un autre bout de code, itérer comme ça, pour développer c'est assez pratique. Si vous n'avez jamais touché ce type de développement, c'est essayez vraiment parce que au lieu d'écrire vraiment un gros pavé, de compiler, de faire un truc et de voir à la fin si ça marche, là vous pouvez écrire une petite fonction 3-4 lignes, la tester tout de suite dans l'interpréteur, les combiner ensemble et voir les problèmes. Il y a un package manager, un peu comme pip et virtualenv en Python. Vous allez pouvoir dire voilà mon projet, il a telle et telle dépendance. Vous êtes dans une sandbox, vous bossez, vous avez les dépendances qui vont bien et vous livrez votre projet avec la description de dépendance. Et là le client, l'utilisateur final, peu importe, il installe votre projet, ça installe les bonnes dépendances et vous êtes garanti que ça va marcher parce que vous allez avoir les mêmes dépendances, les mêmes packages sur votre système et sur le système de l'utilisateur final. Donc ça c'est assez agréable. C'est un langage qui est paresseux, c'est quelque chose que Nicolas a soulevé il y a quelques secondes. On verra, ça a pas mal d'avantages et d'inconvénients. Et le point sur lequel je vais insister, c'est le système de type qui est puissant et strict. Puissant, ça permet pas mal d'expressivité, ce qu'on va détailler dans les slides qui viennent. Et strict, il est strict sur, à mon sens, 2 points qui sont intéressants. Il n'y a pas de cast implicite, il n'y a pas de conversion implicite entre un 0 et une liste vide. J'ai insisté là-dessus tout à l'heure, mais je trouve que c'est assez important. Même, je vais pousser un peu assez vite, il n'y a pas de conversion implicite entre un entier et un flottant. C'est-à-dire qu'en Haskell, vous avez un flottant, vous faites la division entre 2 flottants, ça marche. La division entre un flottant et un entier, ça ne marche pas. Donc ça va demander peut-être un peu plus de rigueur de temps en temps, on va dire, tiens, là, il faut vraiment que je dise que c'est un flottant, et là, c'est vraiment un entier. En contrepartie, vous n'avez pas ce bug infâme que j'ai toujours quand je fais du C++, qui est de diviser 2 entiers ensemble, d'avoir une division entière et de me retrouver avec la moitié de ma division qui manque. Donc je ne sais pas si ça vous embête souvent comme problématique, mais moi j'ai toujours ce problème-là en C++. Et il y a un truc qui est extraordinaire, à mon sens, en Haskell, c'est le côté la séparation entre les fonctions pures et les fonctions à effet de bord.
Une fonction pure, c'est une fonction qui ne va pas modifier l'environnement. Et une fonction ffbor, c'est une fonction qui peut modifier l'environnement en affichant sur la console, en faisant des calculs, en changeant des variables globales, en faisant du réseau, ainsi de suite. Et ça apparaît dans le type en Haskell. C'est-à-dire que ça vous permet, vous allez voir une fonction, vous savez tout de suite si elle fait du réseau ou pas, vous savez tout de suite si elle fait des entrées-sorties ou pas. Et ça peut permettre de raisonner plus facilement, parce que si vous avez une fonction, je donnerai un exemple plus tard, mais si vous inversez deux fonctions, si elles ne font pas d'effet de bord, les inverser leur ordre de calcul, c'est pas bien grave. Si elles font des effets de bord, inverser leur ordre de calcul, ça peut être problématique. L'exemple simple, ça va être le fait que les chaînes affichées sur une console ne sont pas dans le bon sens. L'exemple plus compliqué, c'est que votre missile nucléaire, il va partir avant d'ouvrir la trappe des missiles. Arrêtez de faire la con, mais ça marche. Alors, avantage du typage statique, et là je vous encourage à tout de suite m'interrompre et me dire si votre expérience personnelle, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Le typage statique, ça permet de vérifier plus d'erreurs à la compilation. Forcément, si votre type ne marche pas, ça ne compile pas. Si ça ne compile pas, ça ne partira pas en production et ça ne va pas se voter en production. Ça, c'est un avantage. Donc, forcément, moins d'erreurs d'exécution. Un refactoring plus facile, vous changez le prototype d'une fonction, le compilateur va hurler de partout en vous disant non, là, tu l'as mal appelé la fonction. Si vous faites ça en Python, par exemple, qui a plus du typage dynamique, vous changez le prototype d'une fonction, là, votre compilateur, il ne va rien dire, et puis c'est à l'exécution que ça va planter. Alors si ça plante tout de suite sur le premier appel, c'est bien. Par contre, si c'est une petite fonction qui est cachée et qui est exécutée que tous les 29 février, vous le saurez 3 ans plus tard, ce qui est moins sympa. Le typage statique, il y a pas mal d'outils intéressants. L'autocomplétion, par exemple, vous avez un type, vous pouvez autocompléter tout ce que vous voulez faire dessus. Dans un langage comme Python qui n'a pas de typage statique, vous avez une variable A, on ne sait pas ce que c'est à l'avance, donc on ne va pas pouvoir forcément autocompléter. Vous avez une analyse statique, ça c'est des outils assez puissants. Vous allez pouvoir faire des preuves sur votre code source, dire voilà par exemple, je sais pas moi, mon arbre binaire, je veux absolument qu'il soit équilibré. Et les outils d'analyse statique vont potentiellement pouvoir évaluer votre code et vous dire non, je ne peux pas prouver que ton arbre binaire il est équilibré, ou même je peux prouver qu'il n'est pas équilibré. Et donc là ça va vous permettre de corriger votre code et de toujours, encore une fois, à l'analyse statique, donc avant l'exécution et donc avant de livrer en production et que ça plante, vous allez pouvoir voir les erreurs potentielles. Les performances sur le typage statique, ça c'est un débat. Moi j'ai l'impression que les langages typés statiquement, le compilateur il a plus d'informations, donc il peut potentiellement générer du code machine plus efficace. L'expressivité, on va voir ça plus tard, mais je pense que les types permettent d'exprimer plus ce qu'on fait. Inconvénient du typage statique, moi j'en ai mis un, c'est moins de souplesse, on peut pas faire n'importe quoi. Vous avez un avis là-dessus? Est-ce que vous voyez des inconvénients au typage statique autre que moins de souplesse? La lourdeur syntaxique. La lourdeur syntaxique au typage statique? Ouais. La lourdeur syntaxique, c'est un bon point. Je vais essayer de le faire tomber en montrant qu'en Haskell, il y a de l'inférence de type. On n'écrit jamais les types, on s'embête pas à les mettre. Et en fait, donc, ça pose pas de soucis. Donc, alors, on repart dans la syntaxe du langage. Assez rapidement, je vous montrerai les 2-3 types primaires, mais j'ai mis la notation de type à chaque fois au-dessus. Vous pouvez les mettre quand vous voulez en Haskell, mais c'est pas obligatoire. Il les trouvera tout seul. Donc si j'écris juste foo égale 5 tout seul, il sait que c'est un entier, il est content. Vous avez des flottants, vous avez des doubles, vous avez des caractères, vous avez des listes. Donc une liste, le type d'une liste, c'est crochet, le sous-type qui est dedans. Donc en Haskell, les listes sont typées, c'est vraiment des conteneurs dans lesquels on peut mettre qu'un objet du même type. C'est pas par exemple en Python, on peut mettre ce que vous voulez dans une liste. En Haskell, si vous avez commencé à faire une liste d'entiers, ça restera une liste d'entiers jusqu'au bout. Vous avez des chaînes de caractères, les chaînes de caractères, c'est bêtement une liste de caractères. Alors les annotations de type sont non obligatoires. Alors vous allez me dire, ok, pour une chaîne de caractères c'est clair, pour une liste c'est clair, pour un caractère c'est clair. Maintenant, 5, comment est-ce qu'on sait que 5 c'est un entier, un flottant ou un double? Ce qui est intéressant en Haskell, c'est que les types sont polymorphiques. Les littéraux sont polymorphiques. Ce qui veut dire que votre 5, c'est un truc. Tant qu'on ne s'en sert pas, ça reste un truc. À partir du moment où on va commencer à s'en servir dans un contexte, si par exemple vous voulez calculer la racine carrée de 5, la racine carrée c'est défini que sur les nombres, les flottants ou les doubles. Par défaut, je choisirais les flottants. Et donc ça, c'est assez intéressant, c'est que en C++, on a des littéraux qui sont castés implicitement en permanence. Bon, vous écrivez 5, et si vous appelez une fonction flottante qui vaut votre 5 en paramètre, votre 5, c'est un entier qui va être casté en flottant. Donc il y a des castes qui se baladent de partout, et donc il y a de la perte de capacité de partout, potentielle. En Haskell, votre 5, vous l'appelez sur une fonction qui prend des flottants, il va être transformé en flottant, vous l'appelez sur une fonction qui prend des int, il va être transformé en int, mais il ne va pas être transformé, il va prendre la représentation qui va bien. Par contre, 3.2, c'est forcément un flottant ou un double, c'est polymorphique. Alors, on va revenir un peu sur les fonctions. Alors, je suis désolé, encore une fois, vraiment, il y a des vocales pour bien faire la distinction, mais une fonction simple, une fonction qui ajoute 2 à un nombre, c'est une fonction qui prend un entier et qui renvoie un entier. Et la fonction, elle prend un entier x et elle fait x plus 2, simplement. Si j'avais pas mis le type ici, il aurait détecté automatiquement que c'est une fonction polymorphique sur des nombres. Donc des entiers, ça marche, mais des nombres, ça peut être des flottants, et ainsi de suite. N'importe quel type de nombre, en fait. Après, si vous voulez, vous pouvez faire des nombres assez complexes, des nombres infinis, des nombres rationnels.
Voilà. Alors, bon, si on appelle une fonction add2, bah, de 5, ça marche, ça fait 7. Et maintenant, je vous ai fait une fonction un peu plus complexe, je n'ai pas écrite, mais pour montrer son type. La fonction de longueur d'une string, bah, ça prend une string, ça renvoie un entier. Donc si j'appelle la longueur de string sur ma chaîne bonjour, ça me renvoie 7. Alors maintenant, on va commencer à rentrer tout de suite. Ce langage permet de faire du polymorphisme comme les templates en C++. Donc voilà, vous allez dire, ma fonction, elle prend plus un int et un vecteur de float, elle prend un quelque chose et un vecteur de quelque chose. Sauf que ça s'exprime de façon assez simple. Alors pour l'expliquer, on va partir sur un exemple. La fonction replicate. La fonction replicate, elle vous prend un truc, elle vous prend un nombre de fois, un int, elle vous prend un truc, elle vous renvoie une liste de trucs. En gros, ce qu'elle fait, c'est qu'elle réplique le truc n fois. Donc par exemple, si je fais replicate 5 fois du nombre 0, j'obtiens une liste de 0. Si je fais replicate 5 fois du caractère g, j'obtiens une liste de g, sauf qu'une liste de g, enfin une liste de caractères, excusez-moi, c'est une string, donc il affiche à sa tête le code des strings, mais c'est bien une liste de 5 fois g. Et si je fais replicate 5 fois d'une string, ça fait 5 fois la string répliquée. Donc ça, bah, c'est l'équivalent des templates C++, on va dire, mais avec une syntaxe un peu plus concise, puisque bah, là j'ai juste ma déclaration de type, ma fonction replicate, donc je ne l'ai pas écrit, mais c'est simple à écrire. Et alors par contre, contrairement au C++, il vérifie que en C++, vous dites ma fonction elle est templatée par T, voilà, et puis dedans vous faites des opérations, et en fait c'est juste quand vous allez vous servir de la fonction qu'il vérifie que le type que vous avez passé fonctionne. Donc par exemple si vous faites une fonction, moi je sais pas, une fonction en C++ qui prend deux types, un type T et un autre type T, et qui fait l'addition entre les deux, bah, il ne va rien dire. Et si après vous l'appelez en lui passant, je sais pas, des poulets, il va essayer de faire l'addition entre les poulets, et à la compilation il vous dit non, je ne sais pas faire l'addition entre les poulets. En Haskell, quand vous dites un type sans contrainte, la A, c'est n'importe quel type. Et votre fonction, elle est garantie de fonctionner sur n'importe quel type. Si jamais le compilateur se rend compte qu'elle ne peut pas fonctionner sur n'importe quel type, alors il refuse la fonction. On verra plus tard ce que ça peut impliquer. Alors, toujours d'autres exemples pour continuer. La fonction valeur absolue, qui prend un nombre entier et qui renvoie un nombre entier. Là, je vous ai mis une syntaxe un peu différente, il y a plein de syntaxes pour définir les fonctions d'Haskell. Tout à l'heure, je vous ai montré l'étude de cas, premier cas, deuxième cas. Là, c'est une autre étude de cas, c'est un espèce de case un peu malin, mais la valeur absolue de x, bah, si x est inférieur à 0, c'est moins x, et sinon, c'est x. Donc c'est une façon assez concise de définir leur fonction. Et la longueur d'une liste, donc là, c'est la longueur d'une liste polymorphique qui contient n'importe quoi, n'importe quel type, et ça renvoie un entier. La longueur d'une liste vide, c'est 0. La longueur d'une liste avec un premier élément et une suite de listes, mettons si encore une fois, si j'ai une liste avec 5 éléments, le premier élément ira ici et les 4 éléments qui suivent iront là, et bien c'est la longueur de la sous-liste plus 1. Ça c'est une façon assez concise de représenter ma fonction. Excuse-moi. Ouais. Là, la valeur absolue, ouais. Elle te renvoie un entier positif. Pardon? Elle te renvoie un entier positif. Elle renvoie un entier positif, ouais. Donc il faut mettre le type entier positif. Alors, c'est un grand débat. Oui, on pourrait mettre le type entier positif. Et c'est ça le problème. On pourrait. Le problème, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément représenter toujours avec le système de type. Donc, par exemple, le fait qu'un truc est toujours positif, c'est super dur à représenter, parce que si jamais tu soustrais, tu as n'importe quel nombre et tu fais une soustraction dessus, tu n'es pas garanti d'avoir toujours un entier positif. Et là, j'aurais pu mettre un entier positif. Maintenant, si tu as envie, tu peux typer un peu plus de façon un peu plus forte et dire bah, j'ai un type entier positif. Si je fais des additions avec, toujours positif, il n'y a pas de souci. Si je fais des multiplications avec, entre deux entiers positifs, c'est toujours positif, il n'y a pas de souci. Par contre, si je fais des soustractions, là, ta fonction soustraction, au lieu de te renvoyer un entier positif, elle peut dire bah, je renvoie potentiellement un entier positif ou je renvoie une erreur. Donc on pourrait faire ça si on pourrait développer un type entier positif qui accepte les additions, qui accepte les multiplications, mais qui n'accepte pas les soustractions. Le problème qu'il y a en fait quand on fait un typage statique, c'est que souvent, quel que soit le langage, on se rapproche d'un type qui est proche de la machine, oui. qui n'est pas un type fonctionnel. Et souvent, quand on fait de la programmation ou autre, on définit un type, et le type c'est une personne par exemple, et une personne elle peut pas, voilà, une personne elle a une certaine caractéristique, certaines contraintes, voilà. Et c'est ça, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est de définir ce type-là. Mais ce que je te dis, c'est pas un type proche de la machine. Tu peux, là je l'ai mis entier, tu peux si tu as envie vraiment définir un type entier positif, il y en a dans la librairie standard, sur lequel les opérations qui sont définies c'est l'addition, la multiplication, parce que là c'est toujours garanti que ça te redonne des entiers positifs. Et par contre l'opération de soustraction, qui elle ne te garantit pas de te renvoyer un entier positif, elle est particulière parce qu'elle peut te renvoyer soit un entier positif, soit une erreur.
comme ça, et que tu vas devoir tester, on verra dans les exemples qui suivent, et tu seras forcé de tester à la compilation le fait que ton opération elle a bien envoyé un entier positif ou gérer le cas d'erreur. Ça peut être une solution. Maintenant, tu peux aussi faire, j'en ai un peu parlé en analyse statique, tu peux écrire dans ton code des règles d'analyse statique disant, là, moi, mon entier, je veux qu'il soit toujours positif, et l'outil d'analyse statique va essayer d'évaluer ton code pour trouver des cas où ça ne marche pas et te dire, non, tu as tort. De temps en temps, il ne pourra pas prouver que tu as raison, mais de temps en temps, il pourra prouver que tu as raison et tu seras satisfait. Mais... Typiquement, moi, le problème que j'ai, c'est que souvent, qu'est-ce qu'on fait après direct après la fonction, on fait un if, on fait un assert, on fait quelque chose, parce qu'il manque, oui, je suis d'accord. Il manque des contraintes sur les types qu'on passe, qu'on donne comme paramètre de la fonction. Voilà. Mais si tu veux, ça alourdit le code de la fonction qui n'est pas la fonction en tant que telle. Je suis d'accord avec toi. Et alors, je vais te montrer un exemple. Dans 2-3 slides, il y a vraiment un exemple de gestion justement de fonctions avec erreur. Et je te montrerai qu'on peut vraiment faire des fonctions justement qui peuvent ne pas renvoyer une valeur correcte. Donc le cas, une fonction qui est... La valeur absolue, elle va toujours renvoyer un entier positif, mais si on prend la négation entre deux entiers positifs, c'est l'exemple que je donnais, ça peut échouer. Et donc on peut matérialiser par la fonction qu'elle peut échouer et forcer à la compilation la vérification de ça. Maintenant, il y a des trucs où tu ne pourras jamais garantir que ton entier est toujours positif. Donc il y a des choses où les opérations, tu peux le garantir à tous les coups, et des opérations, tu ne peux pas. Et donc ça, il y a malheureusement on ne pourra pas tout représenter dans le système de type, malheureusement. Parce que quand tu dis analyse statique, ouais. Moi j'ai connu un programme qui était fait par un gars de l'INRIA à Argenton, qui analysait statiquement donc le source sans l'exécuter. Oui, c'est ce que quand je parle d'analyse statique, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui analyse le source et qui le prend tel quel et essaie de trouver des erreurs, ou peut prendre en plus des directives que tu vas rajouter. Donc il y a un outil en Haskell qui s'appelle Liquid Haskell, où tu peux dire, cette fonction-là, il y a telle propriété. Je donnais l'exemple tout à l'heure, tu fais un type d'arbre binaire, et tu vas écrire la propriété de ton arbre binaire, et tu dis que ton arbre binaire équilibré, la profondeur de gauche est toujours plus ou moins équivalente à la profondeur de droite. Tu écris ça comme contrainte dans le système, et là, l'algo d'analyse statique, il va plus ou moins se débrouiller pour essayer de prouver que tu as raison ou que tu as tort. Et quand il te prouve que tu as raison, il est content. Quand il te prouve que tu as tort, tu essaies de corriger ton code. Donc tu as des outils qui permettent d'analyser le code. Alors ça peut prendre du temps, mais c'est des choses qui se font vraiment sur le code statique sans l'exécuter. D'accord. Parce que là, le soft il coûtait extrêmement cher. Et en fait, oui, il faisait, je ne sais plus, 1000 lignes en 24 heures. Ouais, d'accord. Par contre, il disait, voilà, si tu mets ta première variable à 1,200 machin et ta deuxième à 1, tu as une division par 0 à tel endroit. Ça c'est des choses qui peuvent. Alors, ça peut être fait. C'est des choses qui peuvent se faire avec des outils au-dessus d'Haskell. Alors tu ne pourras pas forcément tout faire, voilà. Mais là ils en sont actuellement au stade où même il y a des outils qui sont assez marrants où tu donnes juste le prototype de ta fonction, donc le type ce que ça prend en entrée, ce que ça prend en sortie, des règles sur ce que ça prend en entrée, ce que ça prend en sortie, ça t'écrit le code tout seul, en prouvant qu'il est correct. Donc ça on pousse un petit peu, mais par exemple il y a Microsoft Research qui bosse pas mal sur Haskell et qui bosse pas mal sur ce genre de problématique là. Ils en sont à ce niveau d'analyse statique et de capacité même à générer du code. Donc, je ne pousserai pas là-dessus parce que j'ai peu de recul, mais c'est un domaine qui est assez passionnant. Polymorphisme contraint, je l'ai dit tout à l'heure, n'importe quelle fonction peut être polymorphique, mais doit accepter n'importe quel type. Maintenant, si je veux faire une fonction minimum entre A et B, j'écris OK, si A est plus petit que B, alors je renvoie A, sinon je renvoie B. Ça implique quelque chose, ça ne peut pas marcher sur n'importe quel type. Il faut que les types soient comparables. Donc dans ce cas-là, le prototype de votre fonction, encore une fois, il est inféré tout seul par Haskell. Je l'ai mis là, mais on pourrait ne pas le mettre. C'est une fonction qui prend un T, un autre T, qui renvoie un T, à condition que le T soit ordonnable. Donc ça, c'est du polymorphisme dit contraint. Et ça, c'est un peu plus strict que ce qu'on va pouvoir trouver en polymorphisme, par exemple en template C++. Parce qu'en template C++, vous mettez juste, voilà, mes objets, ils ont tel type, et il y a un type quelconque, et ça peut marcher. Alors, en poussant un peu les templates, on peut arriver à obtenir ce type de finesse. Maintenant, c'est un peu plus compliqué en C++ que ça l'est en Haskell. Et ce qui est très très intéressant, c'est toutes ces contraintes de type. En fait, c'est juste savoir si la méthode, l'opérateur plus petit que existe sur votre type. Et ça, vous pouvez en Haskell, il y a un découplage très fort entre les types et les opérations qu'on peut faire dessus. Donc par exemple, si on vous fournit une librairie avec un type qui n'a pas la méthode plus petit que, vous pouvez la rajouter par-dessus sans aucun souci. Donc ça, c'est ce côté de découplage qui est hyper intéressant, qui vous permet de faire beaucoup de réutilisation. Parce que vous allez prendre une librairie auquel elle ne correspond pas forcément à ce que vous vouliez, vous allez rajouter facilement ce qu'il y a dedans, sans modifier la librairie, vous le modifiez à côté et ça passe. Ça, c'est